Bienvenue dans Cross and Run, le podcast dans lequel on parle de sport, de développement de soi. Je suis ton hôte Quentin Lissard et aujourd'hui on est avec Théo, combattant amateur de MMA. What's up les boys, j'espère que ça va. Bienvenue dans Cross and Run. Aujourd'hui on est avec Théo. Théo, Enchanté. merci de venir dans le podcast. Attends, oui, on a dit qu'on serrait Serrer la main. la main. On va Comme faire des- un check, on a dit qu'on serrait la main. Donc comme on a vu dans le titre, du coup Théo qui est combattant amateur de MMA. Exactement. Donc merci de venir dans ce podcast. Est-ce que rapidement, tu peux te présenter du coup aux gens qui écoutent Cross and Run? Ah, bien sûr, déjà, merci de m'avoir invité, premièrement. Et donc, je m'appelle Théo Aignon, 26 ans, et combattant amateur de MMA. J'ai d'abord commencé par le pancrace. J'ai Ok. fait premier à la Coupe de France de pancrace en 2021, deuxième à celle de 2023. Et j'ai un palmarès, tout sport confondu, de 7-3. Ah, c'est ce qui est pas mal, ouais. Voilà. Et du coup, quand tu dis tout sport confondu, t'as fait de la compète dans quel sport de combat? Dans MMA, du coup, et pancrace, Ok. et sans compter les combats de taille. En combat de taille, si on compte avec ceux-là, je te plutôt à 11, 11-4, 11-5. Ok. C'est- Ok. Et du coup, qu'est-ce que le pancrace? Parce que je pense pas qu'il y ait... Enfin, le MMA, c'est assez connu, je pense, des personnes maintenant en tout cas. Le pancrace, un peu moins. Est-ce que tu peux qualifier ce que c'est ce sport et peut-être la différence qu'il y a avec le MMA? Alors ouais, carrément. Alors ça dépend jusqu'où tu veux aller. Si tu veux aller voir jusqu'à l'origine de On ce que peut y c'est. aller, vas-y, ouais, ouais. Alors le pancrace à la base, c'est un art martial qui vient de la Grèce antique, qui D'accord. s'appelle pancration. Et c'était pendant des jeux en fait. C'était exactement comme le MMA à l'époque. Ça se faisait nu. Et en fait, c'était un peu le combat où tout était permis. Et ça a été un peu remis au goût du jour. Et le pancrace actuellement, c'est un sport de combat de percussion et de grappling aussi, de lutte, etc. Pourquoi on fait du pancrace en France? C'est parce que jusqu'en 2021, la compétition des MMA était interdite en France. Et donc, tout le monde s'orientait vers ce qui se rapprochait le plus, qui était soit le sambo, soit le pancrace. C'est pour ça. Les grosses différences entre le pancrace et le MMA, c'est déjà qu'il n'y a pas la... Alors maintenant, c'est un peu à changer. C'est un Ouais. peu changé depuis un an et la réglementation a changé. Mais à la base, il n'y avait pas de frappe au sol. C'est-à-dire que quand le combat était au sol, on ne pouvait pas frapper, il n'y avait aucune percussion possible. C'est le premier gros point. Deuxième point, c'est que ça se fait pas dans une cage. C'est soit sur tatami, soit sur ring. Ça, c'est un gros point, une grosse différence déjà. Et après, bon, il y a des subtilités au niveau amateur, pro, s'il y a des casques, il n'y a pas de casque, il y a des choses comme ça. Mais maintenant, actuellement, la seule différence, parce que maintenant la réglementation a changé, donc on a droit aux frappes au sol, c'est vraiment que ça se fait dans une durée différente. C'est par exemple C'est quoi, c'est amateur. des rounds. Exactement. Ok. Au niveau des rounds, en amateur, on est à 1 fois 5 minutes. D'accord. En pancrace, on est à 3 fois 3 en MMA. Et après en pro, on passe à 5 minutes à 2 fois 5 minutes en pancrace ou 3 fois 5 minutes. Et en MMA, c'est pareil, 3 fois 5 minutes. Et par contre, il n'y a toujours pas de cage. Ok. Et tu Globalement, vois, voilà. tout ce qui est frappe au sol dans le pancrace, est-ce que tu penses qu'ils l'ont mis parce qu'ils ont vu que MMA le faisait? Enfin, est-ce qu'en fait c'est une réaction du coup à ça? Ou tu penses qu'en fait c'est juste l'évolution du sport qui a fait qu'ils ont mis les frappes au sol? Ah, bah alors complètement en fait. Complètement. En fait, là, tu vois, on parle de pancrace qui a changé, qui a évolué. Mais il n'y a pas que le pancrace. Si tu veux, maintenant, il y a aussi le karaté qui s'est mis à faire du MMA. Ça s'appelle le karaté mix. Qui sont des cages avec des frappes au sol, des coups de coude au sol. Donc c'est exactement comme du MMA. T'as la fédération de lutte, qui fait aussi du lutte combat, il me semble, ça s'appelle comme ça. C'est aussi du MMA. Et en fait, t'as tout le monde qui fait du MMA. Même le Krav Maga, la fédération de Krav Maga, se met à faire du MMA en fait. Et donc C'est c'est parce folie. que c'est une folie, c'est un phénomène de mode. Mais attends, mais du coup, quand les combats par exemple, en karaté mix, Ouais. qu'est-ce qui va différencier les combats karaté mix et les combats de MMA? Et ben là tu vois, il y avait les championnats de France, bon, il y avait l'Open de France ce week-end de karaté mix. Et quand je suis allé les voir, la différence était déjà sur le temps. C'est 2 rounds. C'est 2 rounds de 3 minutes. Ok. Il y a des casques. Il n'y a pas de casque en amateur. Et au niveau des frappes, on a le droit que aux frappes au corps. Au sol. Que aux frappes au corps. Au sol, on a le droit au coude. Alors qu'en MMA, on n'a le droit à aucun coude. On a le droit de frapper à la tête. Donc c'est que des subtilités. Mais l'essence même, c'est du MMA. Oui, ça reste plus ou moins, enfin, on va dire le cœurier pour parler un peu Exactement. grossièrement. Et toi, du coup, qu'est-ce qui t'a plu? Parce que t'as commencé en pancrace, t'as fait aussi de sports de combat avant. Et pourquoi t'être lancé maintenant dans tout ce qui est MMA? Bah en fait, alors pour revenir un petit peu à la genèse, on va dire, j'ai fait 11 ans de taille. Ce qui est énorme. 11 ans de taille, c'est à la fin, on apprend toujours, on est un éternel débutant comme on dit, mais j'avais fait un peu le tour et j'ai voulu un peu changer d'air, on va dire. Donc je me suis mis au MMA
qui est beaucoup plus complet. Et en fait, je suis tombé amoureux de la lutte et du grappling, forcément. Donc, c'est vraiment ce côté plus complet qui m'a donné envie de continuer la MMA. Et tu sais que ce que tu dis, c'est un point important parce qu'il y a pas mal maintenant de combattants qu'on a reçus, tu vois, de différents sports qui maintenant font du MMA. Et c'est un peu ce qui revient à chaque fois. C'est d'accord, j'ai fait une discipline pendant assez longtemps, mais maintenant il y a quelque chose d'assez complet qui me permet de me tester on va dire, avec un mix de différents martiaux, ce qui est vraiment le cœur des MMA. Et du coup, pour ça que beaucoup se sont lancés dedans. Euh, Parfois, je pose des questions un peu bêtes, mais en fait, c'est pour les débutants qui vont écouter le podcast. J'ai une question qui me vient en tête. Est-ce que le fait d'avoir fait beaucoup de boxe thaï, donc 11 ans, Mhm. ça t'a aidé du coup en MMA? Et est-ce que du coup, tu as aussi peut-être différents types de combattants? Tu vois, peut-être des combattants qui vont être plus dans le striking, d'autres plus en grappling. Est-ce que tu as ça du coup dans les sports, enfin dans le MMA? Ah bah complètement. Parce que alors déjà en fait faire n'importe quel sport de combat, que ce soit de la lutte, que ce soit de la boxe anglaise, du kick, boxe thaï, déjà ça va donner une condition physique. Ensuite ça va donner aussi une appréciation de la distance. Parce que ce qui est hyper important c'est la gestion de la distance dans les combats. Ça en faisant n'importe quel sport de combat, on va pouvoir l'avoir. Le positionnement, l'équilibre, tout ça en fait ça va faire un panel de techniques que tu vas avoir avant de commencer la MMA. Donc tu vas commencer avec une avance par rapport à un débutant, un néophyte. Et après, il y a, comme tu l'as dit, il y a différents types, différents profils. Ceux qui viennent du JJB, par exemple. Alors JJB, jiu-jitsu brésilien, pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Ils vont plutôt aller chercher le sol, faire des soumissions. Moi, au début, j'étais plutôt du coup un striker, donc je cherchais les coups durs. C'était ce que j'aimais faire. Les grosses pêches et. Exactement, les grosses pêches, les gros high kicks, histoire un pied-bouche. Exactement, tu vois. Et t'as les lutteurs. Les lutteurs qui vont venir te coller, te mettre par terre, et te. C'est ceux qui ont la meilleure condition physique, et en fait, ils vont t'étouffer avec leur condition physique. Et malheureusement, actuellement, la MMA se tourne plutôt vers ce qu'on appelle des lutteurs, C'est ce que j'allais te dire, ouais. parce que c'est ce qui fonctionne le mieux. Tu sens qu'il y a du coup peut-être on va dire une discipline dans le MMA qui prend un petit peu le dessus Ouais. sur les autres. Et moi, comme toi, ce que je peux voir, je suis pas pratiquant, j'en ai fait quelques mois, mais c'était léger par rapport à toi. En tout cas, ce que je peux voir à la télé, c'est que quelqu'un qui pêche en fait en lutte, ça va être très très compliqué pour lui, tu vois, à un très haut niveau, de continuer de monter et gagner des combats. Exactement, ouais, c'est la lutte, c'est prédominant. Parce que celui qui est le plus fort en lutte, c'est celui qui va pouvoir décider si le combat va au sol ou si le combat va rester debout en fait. Ok, c'est super intéressant. Faut que j'arrête de dire ça aussi tout le temps, je dis ça dans les podcasts. T'as fait les championnats de France de MMA. Oui, Je voudrais que t'en parles un petit peu. Déjà, comment ça se passe l'organisation et parce que du coup, c'est un niveau qui reste amateur, il me semble. Je crois pas qu'il y exactement. ait de Ouais. pros qui fassent les France, mais à quel point le niveau il est quand même relativement bon, tu vois, pour un niveau amateur. Alors, faut savoir que comme moi j'ai participé au championnat amateur de MMA, c'était en 2022, c'était les premiers organisés. Donc à l'époque, en fait, il n'y avait pas encore tout le processus d'accès à ces championnats de France. Il y avait quand même un processus, mais qui était beaucoup plus léger. Et actuellement, il faut passer on va dire des poules, entre guillemets, Ok, qu'on appelle la MMA League. Et en fait, en gagnant certaines étapes de la MMA League, on va avoir des points. Et avec ces points-là, on va pouvoir participer au championnat de France. Mais c'est pas forcément les meilleurs qui vont participer au championnat de France, c'est ceux qui auront le plus de points. Donc ceux qui auront le plus participé au MMA League. Donc c'est un peu particulier. Après, pour participer à ces championnats-là, il faut avoir ce qu'on appelle un grade vert. En fait, la France a voulu mettre une réglementation, un peu comme au judo, comme tu vois, la ceinture jaune, etc. Et ils ont mis des grades, grade jaune, grade orange, grade vert, etc. Et les grades verts, c'est le grade qui va te permettre de combattre en amateur. Voilà. ok. Et c'est quoi du coup les grades avant? Enfin, les grades, comment tu les passes? En fait, tu as un passage de grade. D'accord? Tu dois t'inscrire avec la FMAF. La FMAF, c'est la FMMAF, la Fédération des MMA française. Et tu vas devoir, devant un jury composé de 2 ou 3 personnes, il me semble, montrer des techniques, faire un semblant de sparring pour montrer qu'en fait tu sais faire du MMA, quoi. Ouais, pour montrer que t'es pas un novice et que tu vas pas te faire éclater Exactement. si tu vas en compétition. Donc ça assure un certain niveau en fait. Ouais, c'est ça. Exactement. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, quel est le niveau amateur? Maintenant, le niveau amateur est hyper haut. C'est-à-dire qu'il y a des amateurs, en fait c'est très disparate. Dans le sens où tu as des amateurs qui sont à 0-0, c'est leur premier combat, ils ont commencé il y a 1 an. Et tu as des amateurs qui ont fait d'autres sports de combat avant, par exemple ils ont fait 10 ans de boxe thaï, ou autre chose, ou alors et qui ont 20 combats. Donc en fait, dans ces étapes-là, tu peux tomber quelqu'un qui est vraiment un néophyte, un novice, contre quelqu'un qui a en fait 20 combats dans les pattes. Donc c'est très disparate, t'as des très expérimentés, des très novices, quoi. Ouais, ce que j'allais dire, en fait,
bah, en soi, tous les deux, vous êtes novices, on va dire, dans le MMA. Après, Exactement. t'as quand même l'expérience des sports de combat, j'ai rien à t'apprendre, mais qui fait qu'un combat, toi, tu sais mieux l'appréhender. Bah, t'as aussi vécu Le plus de choses, stress. donc tu vois, forcément, t'es pas au même pied d'égalité. Mais il y a un. J'ai l'impression quand même que tu vois, la Fédération française de MMA, elle prend très peu de risques, tu vois, tu sais, dans les combats et qu'elle fait vraiment attention à la santé des combattants. Est-ce que toi, en tant que combattant, tu le ressens ça aussi quand t'es en combat? Ah, carrément. Alors déjà, donc moi j'ai commencé par le Pancras, Ouais. où l'organisation était avec la FFK-MDA. Je tire à balles réelles, hein, on s'en fiche. C'est quoi du coup tu m'as dit la FF. C'est quoi FFK-MDA, c'est Ouais. la Fédération française de kick et attends, ouais, kickboxing et arts martiaux associés, un truc comme ça. Ok. Et donc c'est celle qui organise les compétitions de Pancras. L'organisation est terrible, c'est-à-dire que première compétition, on me dit tu combats, ah non tu combats pas. Tu combats, ah non tu combats pas. Je me suis chauffé 5 fois et en fait pendant 5 heures, on m'a pas fait combattre. Et on m'a dit tu vas combattre. C'est affreux. C'est affreux parce que tu étais en stress, tu sais pas ce que tu vas faire, tu es fatigué, mentalement c'est dur. Alors que moi, avec la FMAF, c'était hyper carré. Tu avais ton heure, tu avais des médecins, et c'est, comme tu dis, c'est hyper sécurisé parce qu'ils savent que le MMA c'est mal vu. Donc ils voulaient mettre toutes les chances de leur côté pour que ça se passe bien. Et le meilleur exemple, c'est que donc à ces championnats de France là, j'ai fait mon premier combat où heureusement j'ai gagné, mais je me suis rendu compte que je m'étais arraché le doigt de pied. Et directement, il y a un médecin qui m'a recousu dans les vestiaires. Ok. Donc hyper pro quoi. Hyper pro, il y avait si besoin des ambulances, il y avait vraiment, le staff était hyper prêt. Et donc là, on m'a recousu directement. Et après, j'ai pu recombattre. Ce qui est Ok. pas hyper intelligent, mais Ouais, après, ça c'est ta décision, mais je pense que voilà. peut-être que t'as aussi caché des trucs parce que je sais pas si t'aurais laissé combattre s'ils avaient vu ton pied, mais c'est pareil, tu vois, quand tu parles d'attente, etc., ça amène à une question qui est aussi hyper importante, c'est les sacrifices que tu mets en place et que du coup tu dois faire pour arriver au championnat de France, et même juste faire un combat, tu vois. Ouais. Comment ça se passe du coup? Tu prépares ça à l'avance, t'as aussi du coup une histoire, je pense, de préparation physique, PPG, t'as une histoire de cutting aussi, quelques jours avant le combat. Est-ce que ça, tu peux en parler rapidement? Ok, alors, par où commencer? Si on commence déjà par la préparation physique. Forcément, déjà en niveau amateur, si tout se passe bien, tu peux combattre tous les mois. Parce que tu as des compétitions tous les mois. Ok, Donc en fait, tu es comme une sorte de préparation physique constante. Mais après, quand tu veux faire des galas, donc c'est plus sous le format tournoi où En fait, le format tournoi, c'est tu combats, tu gagnes, tu recombats. Tu combats, tu perds, tu rentres chez toi. attends, mais je te coupe 30 secondes. Quand t'es en tournoi, est-ce que le but c'est de mettre KO l'adversaire quand même? Ah Parce bah que vu oui. que t'as des combats plus réguliers, enfin, on en parlera après, mais aussi il faut que ton corps récupère, tu vois. Mais je te laisse terminer, non, c'est un sujet qu'on pourra aborder après. Alors on va voir ça juste après, et moi je le garde en tête. Et donc en fait, ouais, et donc si t'as un gala, c'est que là tu sais, t'as un seul combat dans la soirée, forcément tu vas plus le préparer parce que t'as des gens qui ont payé pour venir voir ce combat, etc. Mais donc t'as une préparation physique qui dure au moins 3 semaines, c'est le minimum. T'as une préparation mentale forcément qui va avec, parce que tu sais que tu vas te battre avec quelqu'un dans une cage. Et après, t'as la préparation, l'alimentation. En amateur, il n'y a pas trop de cutting, normalement. C'est-à-dire que moi, j'étais à 69 kilos, je combattais en 66. Tu veux expliquer rapidement ce que c'est le cutting aux novices, peut-être qu'ils savent pas. Le cutting, écoute, le cutting, c'est le fait de perdre très rapidement une quantité assez conséquente de poids. C'est-à-dire que normalement, un combattant qui va faire par exemple, 85 kilos dans la vie de tous les jours, il va combattre en 77 kilos, donc il doit perdre 12 kilos. Sur à peu près un mois, il va commencer à perdre progressivement, il va diminuer son alimentation, perdre progressivement du poids. Et en fait, 3-4 jours avant, ou 2-3 jours avant plutôt, il va commencer à faire ce qu'on appelle un cutting. C'est une perte d'eau. Une perte d'eau avec des saunas, avec des bains chauds. Et là, il va perdre beaucoup de poids. Et c'est dangereux pour la santé, forcément. Parce qu'au final, le but, en fait, c'est. La question, de toute façon, je l'ai notée pour après, mais c'est en fait que tu puisses combattre. Imagine, t'es en moins de 67 kilos, qu'en fait, le jour du combat, tu puisses remonter, je sais pas, à 80, 81, 82. Être plus Exactement, ouais. massif, du coup, par rapport à la catégorie dans laquelle t'es. C'est ça, c'est pour faire un rebond. Et certains combattants trouvent que c'est normal de le faire parce que c'est une capacité. En fait, chacun a une capacité à faire un cutting. D'autres disent que c'est un peu de l'abus. Mais parce que donc si tu combats en face de toi, t'as quelqu'un qui fait 85 kilos, toi t'en fais 80, il y a 5 kilos d'écart, à haut niveau, c'est énorme. C'est énorme, ouais, ce que j'ai C'est dire. énorme. En sport de combat, c'est énorme. Bah écoute, tant qu'on est dessus, on peut continuer un petit peu, on reviendra sur les France après, c'est pas grave. Toi, qu'est-ce que tu penses? Parce que je sais que moi, j'écoute beaucoup de podcasts sur les sports de combat. Il y en a qui disent, en fait, si tout le monde jouait entre guillemets le jeu, c'est pas jouer le jeu, parce que comme tu dis, le cutting,
franchement, pour moi, c'est le combat en fait. Ça fait partie du combat. Si tout le monde arrivait au bon poids, en fait, il n'y aurait pas cette histoire de cutting. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Ou est-ce que tu te dis, bah non, le cutting, c'est comme ça fait partie du jeu. Donc écoute, bah, joue avec les règles. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Bah moi, je suis plutôt de l'école de si tout le monde faisait le combat à son propre poids, il n'y aurait pas de problème. Parce que c'est dangereux le cutting. Et si tu regardes en boxe anglaise, maintenant, tu as des clauses de réhydratation. Ok. C'est-à-dire que tu as le droit de faire ton cutting, mais après, en fait, t'as une deuxième pesée, et ils vont comparer, du coup, bah, ton poids, ton premier poids au deuxième. Ah, si tu remontes trop après, Si du tu coup, remontes trop, ok. exactement. Et donc ça, c'est un moyen, par exemple, de limiter le cutting. Tu as des organisations où le cutting est interdit. Il me semble que le ONE FC, la première organisation en Ouais. Asie, le cutting là-bas est interdit. Voilà. Ça, après, c'est deux camps, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais moi, en tout cas, mon point de vue à moi, c'est que le coaching, c'est pas très bon. Mais je pense que ça va évoluer, c'est comme tout. Tu vois, avant, bon, je fais un parallèle un petit peu gros, mais en MMA, je sais qu'avant, t'avais beaucoup de frappes au sol. Ils ont vu que pour la santé des combattants, c'était pas forcément idéal. Ouais, Si là, on voit que le coaching, en fait, j'en ai aucune idée à quel point ça peut jouer sur ton corps. Et si on voit que le coaching, peut-être dans 10, 15, 20 ans, il y a peut-être trop d'effets secondaires, peut-être qu'ils vont le réduire. Après, c'est comme tout, tu vois, tu sais, t'as juste au fur et à mesure. Une fois de plus, je suis pas médecin, je sais pas du tout, j'ai pas fait de coaching dans ma vie, je sais pas les effets secondaires que tu peux avoir dessus. Mais pour revenir un petit peu du coup sur les France, du coup, t'as la phase de préparation, le cutting. Qu'est-ce qui se passe ensuite? et ben ensuite, tu combats. Ensuite, tu combats, c'est-à-dire que tu arrives avec ton équipe, tu dois faire ton entraînement, tu vois. C'est assez marrant parce que c'est un moment où tous les combattants sont réunis, tu ne sais pas qui tu vas combattre, tu as le nom, mais tu sais, sauf si tu as regardé avant. Mais moi, je trouve que c'est un peu bête de regarder qui tu combats Ouais, bien avant. sûr. Et du coup, tu as une tension. Tu as une tension qui est là, mais tu sais, et tu te dis, ok, à tout moment, là, lui, faut que je me tape avec lui, tu vois. Ouais, c'est ça, tu regardes un petit peu les combattants Exactement, tu qui les autour. jauges, Ouais. exactement. Bah, pour te donner une anecdote, hier j'étais chez le kiné, et pendant que j'étais chez le kiné, il y avait quatre autres combattants de la MMA League. Moi, j'étais pas au courant. Mais en fait, j'avais le t-shirt de la fédération. Donc, eux savaient que j'étais un combattant. Et en fait, ils ont essayé de glaner un peu des informations auprès de mon kiné. En mode, est-ce que c'est un striker? Est-ce que c'est ceci, cela? Putain, énorme. Alors que c'était pas du. Enfin, voilà, tu vois. Ah ouais, carrément. Ça se joue, ça se toise tout le temps. Moi, je trouve ça marrant. C'est le jeu, tu vois. Bien sûr, c'est comme ça. Moi, j'avais fait un combat en boxe française, j'étais petit, hein. J'avais 16 ans, donc tu sais, j'avais encore le casque. Ouais, Parce que quand t'es mineur en français, je crois que t'as un casque. Et pareil, bah, tu sais, tu te dis, vas-y, attends, peut-être lui, il fait mon point après, tu vois, donc peut-être que c'est lui que je vais exactement. affronter. Et c'est marrant, bah, tu sais, que t'es ça, on va dire, à chacun son niveau, mais t'as tout le temps ça, et c'est assez drôle. Du coup, tu combats, c'est un tournoi, du coup. C'est ça. Donc tu gagnes, tu restes, tu perds, bah merci d'être venu. Exactement. Rendez-vous l'année prochaine si tu te qualifies. Euh, Qu'est-ce que tu retiens, toi, des France, du coup, de ta participation? Déjà, qu'est-ce que je retiens exactement? Une bonne expérience. Parce que ça t'apporte un stress, une gestion du stress. Ça t'apporte forcément de l'expérience dans la cage. Parce que gérer un 3 fois 3 minutes à la salle, c'est facile. Tout le monde le fait. Mais un 3 fois 3 minutes dans une cage, avec quelqu'un qui veut t'arracher la tête, Regarde, lui, et t'as le stress qui va avec, c'est pas la même chose. Enchaîner des combats. C'est-à-dire que en pancrace, tu peux enchaîner 4 combats dans la même journée. En MMA, tu peux faire que 2 combats dans la même journée. Donc c'est plus. Voilà, enfin 2 ou 3 il me semble, je sais plus tellement. Mais c'est plus chill, on va dire. Mais c'est très taxant sur le corps. Parce que tu le pousses à un extrême, après il se repose, et après tu dois le repousser à un extrême. Et des fois, t'as l'organisation qui est mal faite. Ça m'est déjà arrivé de faire un combat pour les quarts de finale. Je gagne, je fais le combat pour les demi, et on me dit, bah là en fait on n'a plus le temps, donc tu recombats direct. Et du coup, en fait, là j'ai eu 30 secondes de repos, j'ai dû recombattre. Et tu peux rien faire, c'est comme ça, t'es obligé de c'est dangereux combattre. quand même un peu pour ton corps parce que t'es encore récupéré. Je pense que t'as pris des coups en plus. Donc je sais pas comment Forcément. ça se soigne. Tu vois, quand tu fais ton combat, après tu soignes un peu quand même. Enfin, qu'est-ce que tu fais après ton combat entre le premier et le second? Tu soignes un peu quoi, si t'as des blessures, etc. Exactement, normalement tu te fais un peu de massage, tu peux mettre un peu de crème, tu te reposes, tu bois, déjà tu bois beaucoup, tu reprends des forces en fait. Tu reprends des forces. Et là du coup, c'est pas le cas. Mais comme tu dis tout à l'heure, en fait, la fédération d'MMA fait les choses bien et fait en sorte qu'il n'y a pas de combat qui s'enchaîne comme ça. Voilà, c'est bien que ce soit pro parce que comme tu dis, Exactement. l'EMA avait une mauvaise image. Je pense que de plus en plus, le blason est redoré. Donc c'est plutôt cool. Et bah, on reste sur la partie un petit peu amateur. Est-ce que tu peux voir, toi, que le niveau amateur en France, il est de plus en plus bon? Parce que moi, de ce que je peux constater, j'ai quand même pas mal de potes maintenant qui sont dedans. Et franchement, pour moi, il y a des mecs, enfin, il y a beaucoup d'amateurs qui pourraient être pros, tu vois. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que t'en penses un petit peu de ça? Mais en fait, amateurs, ils sont amateurs que de nom.
C'est-à-dire qu'il y avait les vrais amateurs, ceux qui ont vraiment fait comme tout à l'heure on a dit, zéro combat et quoi que ce soit. Et t'as les amateurs de nom. Ceux qui ont déjà 20 combats, qui restent amateurs pour engranger de l'expérience, mais qui ont des niveaux de pro. Et ça, il y en a de plus en plus. Parce que le niveau, comme c'est de plus en plus commun en fait, de faire du MMA, de plus en plus de salles qui ouvrent, et ben de plus en plus de personnes font du MMA, donc le niveau augmente. Forcément. Ça va de pair. Et donc là, le niveau, en France en tout cas, franchement, il est très très bon. Il est très très bon. Et en plus, ce qui est bien, c'est que t'as pas mal de combats qui sont médiatisés, qui sont mis à. Je crois que t'as une organisation, j'ai plus le nom, j'ai mal révisé, mais qui diffuse tous ces combats à la télé ou même sur YouTube. Et je sais que récemment aussi, t'avais eu un tournoi, il me semble, de plusieurs clubs, et qu'en finale, t'avais la Old School contre la Hatch. Et ça avait ça avait vraiment fait du Ouais. bruit. Dis-toi que même moi, du coup, j'ai regardé avec un pote à moi qui en fait. Et qu'est-ce que tu penses de ça, du fait que il y ait beaucoup de lumière, tu vois, sur des personnes qui sont pas encore pros, et que du coup, peut-être qu'il y ait des calculs, enfin, il y a peut-être des calculs aussi qui se font, tu vois, dans le sens où, bah écoute, peut-être que ce combat, je vais pas le faire, parce que si je perds, peut-être dommage d'avoir une défaite. Voilà. Est-ce que tu le vois toi aussi en tant que combattant, tout ça? Ouais, bah, alors c'est un très bon point. Parce que alors, en fait, c'est une bonne et mauvaise chose en même temps, la médiatisation des amateurs. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce que du coup, ça met en avant les combats amateurs, c'est super. Ça donne de la vie au MMA français. Ça, c'est top. Et puis, si ça peut rémunérer un petit peu les combats amateurs, c'est tant mieux. Parce qu'il faut savoir que quand tu combats en amateur, tu payes. Tu payes le déplacement, tu Ouais. payes tout ça. Là, si au moins t'es défrayé, on te paye l'hôtel et tout, c'est quand même ça. Par contre, là où pour moi c'est aussi un vice, c'est que du coup, comme c'est médiatisé, eh ben tu deviens un peu une star. Et donc en fait, tu fais attention à ton record. Ton record, c'est ton palmarès. Ok. Et ça, en amateur, tu devrais pas faire attention à ça. Dans le sens où en amateur, t'es là pour faire de l'expérience. Que tu te prennes 3 défaites, 5 défaites, 6 défaites, tu t'en fous, t'as fait de l'expérience. Ce qui va compter, c'est le pro. Parce Donc en qu'après, fait, en pro, ils sont à zéro. exactement, Ok. le record se retombe à zéro. T'es à 0-0 en pro. Et donc en fait, on s'en fiche du palmarès. C'est pas ça la question. Et donc t'as des gens qui commencent à refuser d'autres adversaires en disant bah non, je vais perdre. Ou alors non, j'ai pas envie, je veux que d'abord combattre quelqu'un d'autre. Et pourquoi ils refusent du coup? Parce qu'après, ils savent que du coup, peut-être que l'orga va quand même regarder. Enfin, imagine, je sais pas, on prend les classiques, le PFL, le KS, etc. KSW. Est-ce que du coup, ils regardent un petit peu quand même ton palmarès en amateur avant de te signer en pro? Pour ça qu'ils refusent des combats, tu penses? Forcément, ils regardent aussi le palmarès quand t'es amateur, c'est sûr. Et ça joue. Mais c'est aussi, t'as des organisations comme l'AEF. C'est ça que je pensais. T'as l'AEF, par exemple, qui met en avant des combats amateurs et qui, par exemple, veut mettre en avant des combats, des super fights, un truc comme ça, qui met des personnes qui sont invaincues. Et ils veulent vendre un peu le combat comme ça. Pour moi, ça, c'est pas bon. On perd le côté amateur, en fait. Ok. Et du coup, la frontière, on comprend que pour certains, la frontière entre pro et amateur est relativement minime. Ouais. Et tu vois, je pense que trop de personnes imaginent, on va dire, une carrière, tu sais, de combattant MMA, parce que maintenant, l'UFC, tout le monde a déjà vu un combat, je pense, ou au moins un highlight, donc une vidéo assez courte d'un combat UFC, donc de MMA dans l'orga UFC. Donc il y a beaucoup de gens, tu sais, on va dire, qui sont matrixés par ça, et qui se disent, écoute, le mec, il fait des millions, il gagne beaucoup d'argent, c'est stylé, etc. Mais c'est quoi, en fait, concrètement, la réalité? Parce que ça, c'est quoi? C'est 1% même pas des combattants. Ah, le monde, ça, ouais. Et qu'est-ce qu'ils font, en fait, du coup, les autres? Ah bah, ils galèrent. Ouais, Ils sont c'est dans la ça. galère. Tu sais, moi, le premier, une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté la taille pour le MMA, c'est parce que je me suis dit que la taille, il n'y a pas d'argent à se faire non plus, tu vois. Donc, je me suis dit que le MMA, c'était déjà plus médiatisé, plus d'argent possible et disponible. Et donc, j'allais essayer de faire une carrière là-dedans. Ce que je voulais faire vraiment au début. Et en fait, quand tu rentres dans le milieu, quand tu côtoies des gens qui sont dans le milieu, tu comprends vite que non, c'est une utopie en fin de compte. Tu as vraiment 0,01% des gens qui vivent de ça. C'est-à-dire que il y a une interview, vous pouvez regarder sur De Saladin Parnasse il y a 3 ou 4 ans, qui explique qu'il travaillait encore à la mairie, parce que, alors qu'il était champion du KSW à Ouais, l'époque. je l'ai vu, ça, c'est ouf. Exactement. C'est fou, t'es champion, je sais pas, à 14-0, un truc comme ça, et tu combats, et tu travailles encore. Parce que tu peux pas vivre de ça. Donc en fait, c'est un peu une utopie. Maintenant, vu que il y a vraiment l'essor du MMA, et ben, il y aura de plus en plus de gens qui vont pouvoir en vivre, avec les sponsors et tout ça. Ouais, mais tu vois, quand t'es amateur, après, t'as différentes, on va dire, types d'orgas sans dénigrer, mais on sait que les plus connus, en tout cas, c'est l'UFC, etc. Et en plus, l'UFC, c'est même pas ceux, il me semble, qui payent le plus. Ah non. Donc, en fait, concrètement, actuellement, si t'es pas champion, en tout cas, déjà, si t'es en amateur, je pense que c'est compliqué de gagner sa vie. Est-ce que, du coup, c'est ça? Et même en pro, du coup, bah, il y en a qui galèrent encore, tu vois. Ah non, mais amateur, déjà, tu gagnes pas ta vie, c'est sûr. Si tu perds ta vie, déjà, Ok. tu perds ta vie parce que tu payes pour combattre.
Et en pro, il faut savoir que, il me semble que tu vois l'Hexagone MMA, c'est quasiment la numéro un en France. Il y a Ares qui est égalité, mais disons que c'est Hexagone va dépasser. Et ben, ils vont faire je crois que le premier contrat, c'est du 3000-3000. Un truc dans le genre. 3000 si tu participes au combat, 3000 si tu gagnes. Ok. Donc, imaginons que tu combats, tu perds. Tu fais 3000 euros. 3000 euros, disons, tu combats tous les 3 mois, tu vois, peut-être tous les 4 mois. Ça fait 3000 euros sur 4 mois. Là-dessus, t'enlèves ce que l'État français te prend, t'enlèves que 10% que tu donnes à ton coach, 10% que tu donnes à ton manager, grosso modo, Ouais. plus ta prépa, plus. En fait, tu vis avec quoi? Ça fait rien, quoi. Tu y te restes 1000 balles, même pas, tu vois. Putain, c'est ouf. Donc non, tu vis pas de ça, c'est trop compliqué. Et puis, tu vis d'une blessure, d'un mauvais coup, et c'est finito. C'est ce que j'allais dire, parce que le record aussi, de ce que je peux voir et comprendre, pareil, une fois de plus, je suis amateur. Donc, pour ça, parfois, je pose des questions, peut-être qu'il y en a qui ont des réponses, mais c'est le but aussi, pour que le podcast puisse toucher tout le monde. Il me semble que le record, en tout cas de ce que je peux voir, il est hyper important. Tu sais, il y en a qui disent, ah, il a pris une défaite compliquée. C'est comme si, quand tu gagnes, tu montes, et tu fais une défaite, tu perds. Enfin, tu sais, tu perds, entre guillemets, la moitié de ce que tu avais Ouais. pu gagner. Est-ce que ça, c'est vrai, ou est-ce que c'est juste mon ressenti perso? C'est un peu vrai, parce qu'en fait, il y a des calculs. Faut être bon, mais il faut avoir une bonne gestion de carrière. Et c'est encore plus important qu'être bon. T'as des mecs qui sont pas très bons, enfin, qui sont bons forcément, parce qu'ils sont pros, ils sont à trop haut niveau. Mais comme ils ont une bonne gestion de carrière, eh ben, ils gagnent plus, ils y arrivent mieux que d'autres qui sont super forts. Parce qu'il faut combattre les bonnes personnes au bon moment. Par exemple, tu as un classement qui s'appelle Fight Matrix. Fight Matrix, ça référencie selon différents critères tous les combattants des MMA Pro, dans toutes les catégories. Et en fait, maintenant, tu as des gens qui se battent, non. Moi, je suis classé tant sur Fight Matrix, lui, il est 300 derrière moi, bah, je vais pas le combattre, ça me sert à rien. Tu vois? Ouais, je vois. Après, ce que je dis, c'est pertinent. Et c'est vrai que moi, tous les combattants que je vois me parlent justement de ce Fight Matrix. Après, est-ce que ça casse pas aussi un peu le sport, tu vois? Ah, moi, je suis d'accord avec toi. Parce que du coup, c'est-à-dire que, imagine, moi, je suis 15e. Il y a un mec, il est 40e. En fait, bah, du coup, enfin, le mec est 40e. Enfin, tu sais, ça tourne. C'est comme Dustin Poirier qui affronte Saint-Denis, tu vois. Ouais. Il lui laisse sa chance. Parce qu'il a la maturité de se dire, après, on sait pas ce qui s'est fait derrière, mais il prend le combat. Mais du coup, en fait, si tout le monde refuse, en fait, si les premiers, à chaque fois, refusent les derniers, comment tu veux monter? Bah, c'est pour ça qu'après, t'as des clauses dans les contrats. T'as des clauses dans les contrats, t'as des et t'es obligé de combattre des fois. Tu peux pas refuser tous les combats. En fait, l'organisation en question te propose des combats, t'as un droit de regard, mais si tu fais que refuser, bah à la fin, Ouais, t'es banni. t'es banni. Ça arrive à certains combattants. Tu vois, et après, pendant un mois, 1 an et demi, 2 ans, tu vas pas combattre parce ils te mettent que des combats bourbiers. Ils vont te mettre contre des gars qui sont à 17-0 et qui vont te marcher dessus. Tu sais que tu vas te faire tuer. En fait, le problème, c'est que à partir du moment où le show business rentre là-dedans, ça tue un peu le sport. Mais c'est grâce au show business que les combattants en vivent. Donc, C'est un sujet touchy, ouais. ouais, c'est une relation un peu toxique, tu vois, Ouais. entre le show business et le sport. Ok. Mais c'est nécessaire. Mais c'est vrai que vu comme ça, c'est pertinent. C'est carrément pertinent. Là, on va repartir un petit peu, du coup, sur toi, ton expérience dans les sports de combat. Ok. Et pareil, il y a un sujet, bah, je pense qu'on a tous vécu, toi dans les sports de combat, peut-être que d'autres c'est avec la muscu, d'autres avec le football, etc. C'est comment tu arrives à allier une pratique qui est vraiment sérieuse, parce que du coup, tu t'en arrives à faire des France en MMA, et ta vie sociale à côté. Est-ce que parfois les gens comprennent le fait que vraiment tu veux t'entraîner, pardon, pour être le meilleur combattant possible? Voilà, est-ce que tu as eu des reproches et comment toi tu le vis du coup au quotidien, tout ça? Bah, déjà, c'est compliqué. C'est très compliqué. Parce qu'en plus, il faut quand même gagner sa vie. Donc, pour beaucoup, c'est beaucoup de sacrifices déjà. Moi, si je parle de mon expérience à moi, j'ai eu la chance de trouver un travail en temps partiel qui me permettait en fait de m'entraîner à côté. C'est comme ça que j'ai pu allier le travail, gagner de l'argent, m'entraîner tous les jours, pouvoir combattre. Et par contre, forcément, les soirées, la meuf et tout ça, c'est compliqué, tu vois. Tu pourrais regarder, bah, il y a une vidéo de Paul Dena qui est sortie il y a pas longtemps, Ouais, ça faut qu'on qui, la mette, Chris et Arthur. qui dit exactement que lui, il a tout lâché pour ça. Il a même pas le temps d'avoir une copine. Parce que c'est un rythme de vie qui est compliqué. Mais moi, j'ai déjà eu des soucis là-dessus parce que je pouvais pas sortir, je pouvais pas voir ma copine quand je le faisais, etc. Donc c'est beaucoup de sacrifices. Tu vois, il y a un truc que je trouve assez dur, et je sais que moi j'ai eu pareil pour la muscu, même le podcast, parce qu'en ce moment on bosse beaucoup dessus, c'est qu'en fait, en soi, t'es pas sûr de réussir. Ah non. Et du coup, en fait, les gens vont te dire, mais pourquoi tu fais ça à 100%? T'es même pas sûr de réussir. Ça, c'est un peu le discours tu sais, qui te casse. Mais en même temps, je trouve que c'est aussi beau. Enfin, c'est aussi ça qui fait le truc, tu vois, de te dire, j'y vais à fond, c'est ma passion. Et en fait, on sait pas ce qui va se passer. Mais je suis d'accord avec toi, c'est le fait qu'en fait c'est ta passion. Tu dis ça, mais ok, bah écoute,
peut-être que je vais pas réussir, mais moi j'aurais essayé, tu vois. Au moins j'aurais tout donné. Tu vois, j'ai essayé, j'ai pas réussi, tant pis, moi j'ai pas de regrets. C'est ça, et ça, c'est un petit peu un Ça, c'est discours, beau. tu vois. Là, sa petite minute, on va dire, dev perso. Mais c'est important, je pense qu'on est tous ça dans notre tête. Et même pour. T'en as qui sont jeunes, qui vont peut-être voir le podcast. C'est ok, parfois, c'est peut-être compliqué d'assumer ses choix. Mais si au fond de toi, t'as une envie, après, il faut quand même réfléchir, mais fais-le, tu vois. Ce serait trop bête de regretter. Et écoute un petit peu ce que disent les gens, mais au fond de toi, tu sais ce qu'il faut que tu fasses. Et juste fais-le. Et du coup, cette partie-là, tu sais, de beaucoup s'entraîner, etc., m'amène à la question suivante, qui est le sujet du surentraînement. Ouais. Est-ce que vraiment ça existe le surentraînement? Et si oui, quels peuvent être les dégâts, à la fois peut-être psychologiques et physiques? Alors déjà la réponse est oui, c'est clair et net, tu vois, le surentraînement ça existe. T'as l'entraînement intelligent et t'as le surentraînement. Moi j'étais pas intelligent dans mon entraînement, donc je me suis rentraîné. Le fait est que du coup ton corps est pas reposé, t'es tout le temps fatigué et en fait tu te blesses plus facilement. Là moi ça fait à peu près 8 mois que je suis tout le temps blessé. Ok. J'ai dû annuler à peu près 6 combats en 8 mois parce que je peux pas je pouvais pas combattre. Là actuellement je suis en rééducation. Et tout ça, c'est dû au fait que je voulais toujours faire plus. Parce qu'en fait, tu te dis que si tu t'entraînes pas, je sais pas, 3 heures par jour, j'en sais rien, tu vois, matin et midi et soir, et ben quelqu'un d'autre le fait à ta place, qui prend de l'avance sur toi. Et donc tu te dis, bah faut que je le fasse aussi. Et en fait, c'est pas forcément intelligent de faire ça. Tu t'entraînes trop, tu récupères pas assez, tu te blesses, et finalement, bah le résultat, c'est que tu combats pas. Et s'il n'y a pas de combat, bah du coup, tu montes pas. Enfin, Bah, c'est vrai, et après, c'est un cercle vicieux, en fait. exactement, c'est bête. Autant moins s'entraîner, hein, mais plus intelligemment, pour pouvoir quand même atteindre son objectif à terme, en fait. Mais C'est du tout. coup, c'est quoi les conseils? Est-ce que du coup, tu avais un coach, toi, qui te suivait? Ou vu que du coup, t'es pas forcément pro, bah, c'est un peu, bah, tu fais un peu comme tu peux dans les entraînements? Et bah, en fait, t'as toujours ton head coach, le coach de la tasse de la salle, qui peut te conseiller, mais après, tu fais toujours à ta sauce. Moi, je le faisais à ma sauce, ce qui n'est pas forcément la meilleure des façons. Je pense que quand tu as un niveau amateur, vraiment amateur, tu le peux faire à ta sauce, mais dès que tu commences un peu à vouloir faire des combats, à vouloir un peu performer, il faut que quelqu'un te suive, que ce soit un coach, que ce soit, enfin, que ce soit quoi, quelqu'un qui s'y connaît en fait, finalement. C'est tout. Ok. Et hormis, tu vois, les blessures physiques que tu as pu avoir, parce que moi, je pense que j'ai eu des phases de surentraînement avec le CrossFit, Mhm. et je sens que parfois, tu sais, je suis fatigué. Ah oui. Tu sais, je suis fatigué, je vais être aigri. Alors qu'en vrai, tu sais, il n'y a rien, mais je pense que ça, c'est un sujet, tu vois, qui est hyper important, et je pense que trop de personnes sont en surentraînement, mais s'en rendent pas compte. Notamment, moi, je te dis, avec le CrossFit, je le vois, il y a des mecs qui sont là tous les jours, 3 heures par jour. Mais normalement, c'est pas possible de tenir. Et ça, c'est un sujet, franchement, qui me tient à cœur. Pour ça aussi qu'on fait le podcast. Mais il faut vraiment pas. Enfin, en fait, là, ce qu'on dit, c'est marrant, c'est un podcast, tout ça, mais c'est vraiment sérieux, tu vois, le surentraînement. Et quand tu parles de blessures, etc., c'est que tu te blesses une fois, deux fois, trois fois, t'arrêtes de combattre. Donc, déjà, t'as le dégât physique, t'as le dégât aussi émotionnel. Parce que toi, c'était ton sport, tu combats Eh pas, oui. donc c'est dur à accepter, tu vois. Et ça, vraiment, le prenez pas à la légère. Et je pense que tu seras d'accord avec moi là-dessus. Totalement, totalement. Et tu vois, pour parler encore de mon expérience à moi, j'ai un dossier médical quand je suis allé chez mon kiné qui m'a dit que c'était un dossier médical de mec de 50 ans en fait. J'imagine. Je sais pas combien d'IRM, parce que je me suis cassé plein de trucs, etc. Et ça, ce surentraînement aussi, je pense que c'est lié à une autre, à quelque chose en fait qui est, je sais pas, inhérent chez les sportifs de haut niveau, ceux qui veulent en tout cas performer. Et après, en fait, on devient addict au sport. Et que quand tu fais pas ton sport, tu te sens pas bien mentalement. Et en fait, c'est le mental je sais pas comment dire, mais en fait, son physique va en pâtir. Ton physique va pâtir parce que ton mental veut trop en faire. Et cette addiction au sport, c'est quelque chose de réel déjà, qui en plus maintenant est reconnu par, je sais plus, t'as pas l'état français, mais un truc dans le genre. Ça s'appelle la bigorexie, si vous voulez vous Ouais. regarder ça. Et c'est quelque chose qui est vraiment important. Mais je pense qu'on a tous vécu ça, enfin, tu sais, l'addiction au sport. Je sais que moi aussi j'ai été addict au sport. Tu sais, quand Voilà. tu commences un sport, etc., tu veux toujours en faire plus. Et je pense que c'est encore plus vrai pour les sports de combat, où tu as tellement de trucs à faire. Et pareil pour, tu sais, la musculation. Tu sais, les sports où physiquement tu veux changer. Parce que là, tu as vraiment ce truc de, quand je fais ma séance, je prends du muscle. Et si je m'entraîne pas, je perds ce muscle. C'est totalement bête, tu Exactement. vois. Mais t'as raison, c'est un sujet qui apprend. Enfin, maintenant, c'est reconnu comme étant une maladie, entre guillemets, la bigorexie. D'ailleurs, on pourra peut-être mettre un lien dessus. Donc c'est pareil, c'est un sujet, tu vois, qu'il faut prendre au sérieux. Et je sais que moi, j'ai eu du mal à me sortir, tu vois, de l'addiction au sport. Maintenant, ça va, je suis plus trop dans ce truc-là. Mais franchement, quand t'es dedans, il peut rien. En fait, vraiment, t'es pas bien. Enfin, tu rates ta séance, tu sais comme moi, Exactement. t'es pas Ouais. bien. Et Ouais, vraiment, ça te bouffe, tu vois, t'as vraiment. ça, et mentalement, tu te sens mal de pas faire ta séance.
Alors qu'en fait, faut même pas la faire parce que physiquement, c'est pas bon. Ouais, c'est clair. Ouais, on est complètement d'accord là-dessus. Et tu vois, c'est un sujet qui est pertinent et j'espère vraiment que ça pourra peut-être ouvrir les yeux à quelques personnes qui en font trop. Et du coup, une fois de plus, ça amène à la question suivante, c'est les blessures qu'on a Ouais. évoquées. Est-ce que tu trouves que la blessure dans le sport en général, c'est trop banalisé? Tu vois, le fait que, Ouais. ah bah il s'est blessé, il va revenir dans 6 mois, lui aussi il s'est blessé, ah bah dans un an. Est-ce que c'est un truc qu'on voit peut-être trop et peut-être, je pense qu'il y a des moyens en vrai d'éviter les blessures parfois, tu vois, des trucs à la con, mais en tout cas, est-ce que tu trouves que c'est un sujet, voilà, pour venir à la question principale, qui est trop banalisé maintenant? Ah, mais alors là, mais largement. Et encore plus, je pense, dans les sports de combat, tu vois. Dans les sports de contact, en tout cas. Parce que si je pense que tu parles à n'importe quel combattant, pratiquant de MMA ou de sport de combat, il va te dire, mais on n'est jamais à 100%. On est toujours blessé. Et en fait, c'est un peu normal. Et si tu t'entraînes pas blessé, eh ben, t'es un peu un fragile, entre guillemets, tu vois. En mode, ah, t'as une entorse, c'est pas grave. Tu vois, en fait, moi, c'est vraiment devenu banal. C'est une banalisation, comme tu l'as très bien dit, c'est devenu banal. Et ne pas s'entraîner blessé, moi, des fois, j'ai eu des remords, parce que je me suis dit, non, mais là, j'ai mal, je peux pas, mais je suis quand même allé, en fait. Parce que je me suis dit, si j'y vais pas, je m'entraîne pas. Si je m'entraîne pas, d'autres vont prendre de l'avance. Et puis surtout, on va dire, mais c'est rien, ça. C'est normal de s'entraîner comme ça. Là, tu regardes, comment il s'appelle Pereira, pour l'UFC 300, il a combattu avec un doigt de pied cassé. Bon, là, c'est différent, parce qu'il a un contrat, il y a vraiment un enjeu. Mais en fait, en faisant ça, les autres se disent, ah bah, c'est normal de combattre avec un doigt de pied cassé, en fait. Ça banalise tout ça. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que du coup, si les plus grands au haut niveau le font, à ceux d'en dessous le font, et après, du coup, ainsi de suite. C'est ça. Et je pense que dans tous les sports, c'est pareil. Et puis, je te dis, même moi au CrossFit, c'est après à mon niveau, tu vois, je suis nul, mais à mon niveau, quand je suis en compète, les mecs, ils ont mal à l'épaule, etc., ils y vont quand même. Et c'est dommage, en fait. Je comprends le truc de, quand t'as un haut niveau, tu gagnes ta vie avec ça, tu vois. Mais franchement, nous, qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois, de rater C'est un ça. entraînement, etc. Si t'es Amateur, on blessé, s'en fiche. repose-toi, tu vois. Donc, Exactement. c'est trop dommage. Et du coup, bah, ce qui. Bah, après, du coup, on peut revenir à un autre sujet qui est la santé des combattants. Est-ce que, voilà, est-ce que tu constates que peut-être en France, même partout, dans les fédérations, etc., est-ce que tu vois que vraiment on fait attention à ce que le combattant soit bien en forme le jour de combat, que quand il combat, si jamais il prend un mauvais coup, vraiment peut-être qu'on fait attention, etc. Est-ce que tu vois un petit peu tout ça? Je sais pas si la question a été très claire. Si, si, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais je te dirais, en fait, ça dépend. Ça dépend du niveau. C'est-à-dire que quand t'es un pro, en tout cas en France, oui, forcément, t'es accompagné. T'as une nutritionniste, t'as un kiné, t'as vraiment un staff médical avec toi, en fait. Mais quand t'es amateur, t'as pas tout ça. C'est-à-dire que souvent, c'est ton coach qui fait nutritionniste, qui fait kiné, qui fait coach. C'est fou. Il fait un peu tout, en fait. Et il est pas habilité à faire ça, tu vois. Donc, non, ça dépend vraiment de ton niveau, de toi. Et, et par contre, c'est vrai que en termes de suivi médical, quand tu combats, tu as un check-up médical à faire avant chaque combat et tu as un check-up médical à faire après chaque combat. Donc ça, par contre, c'est bien. Ça fait que ça évite bah, des blessures comme moi lorsque je me suis ouvert le pied, Hmm. etc. Ça dépend. Après, ouais, comme tu dis, ce qui est bien, c'est que déjà en France, quand tu m'as dit niveau même, enfin la F, MMAF, Ouais, ouais, j'y c'est ai dur. arrivé. Fais attention, tu vois, aux combattants, ça je trouve ça bien. Que même au niveau amateur, bon, ça reste des compétitions, mais ils fassent vraiment attention à ça. Et au niveau pro, bah, tu le vois, par exemple, bon, l'UFC c'est le plus commun pour tout le monde, donc je vais prendre celui-ci, mais tu vois, dès qu'il y a un sale coup, même la dernière fois il y avait un combat, l'UFC 300, je crois que c'était Pereira, qui prend un coup dans sa coquille. Oui, L'arbitre, tu sais, il va le voir et il lui dit, vas-y, on va voir si c'était bien. Il fait, t'inquiète pas. Et après il met un crochet au mec et le combat il est fini, tu vois. bien sûr. Mais vraiment, t'as ça, alors qu'avant, t'avais pas ça. Et je trouve ça bien que, tu vois, de plus en plus, on fasse attention à ça. Et je pense que dans tous les sports, même au rugby, tu vois, football américain, etc., on fait attention, tu vois, à tout ce qui est aux commotions, vraiment toutes les blessures qu'on peut avoir dans les sports. Et justement, est-ce que dans les sports de combat, avoir des commotions ou des prêts, on va dire, au cerveau pour parler global, est-ce que c'est un truc commun? Est-ce que vous faites attention un petit peu à ça, à l'entraînement, etc.? Bah, tu vois, en parlant de ça, tu parles du l'UFC et des commotions cérébrales. C'est hyper intéressant parce que pour l'UFC, à ce qu'on appelle l'UFC Institute, et en fait là-bas, ils ont tout un pôle de recherche sur justement bah, les athlètes, et tu as aussi une recherche sur la commotion cérébrale. Donc c'est vraiment un enjeu qui est au cœur du sujet. Et ils ont remarqué quelque chose, c'est que par exemple, visuellement, le MMA c'est hyper dangereux, c'est violent. Il y a du sang, tu as des mecs qui se font frapper au sol, voilà. Ouais, c'est impressionnant en Visuellement, plus. Ouais. c'est impressionnant, c'est violent, c'est dur. La boxe anglaise, ça l'est moins. Pourtant, ce qu'ils ont remarqué, c'est que en boxe anglaise, tu as plus de commotion cérébrale qu'au MMA. Pourquoi? Parce qu'en fait,
En anglaise, tu prends un KO, t'as 10 secondes pour te relever, tu peux t'en prendre un autre. T'as 10 secondes pour te relever, si t'arrives à terminer le round, on va dire, entre guillemets, et ben, tu peux encore t'en prendre d'autres. MMA, tu te prends un KO, le mec il vient, il te met une patate ou deux patates au sol, c'est fini. Donc en fait, pour le cerveau, c'est moins impactant. Mais t'as quand même des commotions cérébrales. Ah, c'est sûr. Et ça, du coup, ça c'est pour la partie combat. Mais est-ce qu'à l'entraînement, en tout cas toi à ton niveau, est-ce que vraiment tu faisais quand même attention, tu vas pas prendre trop de sales coups ou je sais pas en fait comment tu t'entraînes moi quand je prépare par exemple tu vois on va dire les France. Euh, Est-ce que voilà l'entraînement tu as toujours des sparring lourds ou tu fais aussi beaucoup de légers? En fait c'est quoi le rapport, le ratio entre les sparring lourds et les sparring plus légers? Ça dépend de chaque team, hein, je veux dire. Ok. Chaque club, t'en as qui privilégient que des sparring assez légers avec des gros gants, les gants de boxe, pas des mitaines. Ouais, les gros bancs de 16 Exactement, tu vois pas, ils font vraiment que des gros gants, ils font ça avec des casques. D'autres qui disent, bah non, on est en MMA, tu prends les mitaines de 6 ou de 8, puis après tu mets un casque ou non, et puis tu y vas. Moi, je suis pas fan du fait de se taper dessus tout le temps ultra fort. Pour moi, un sparring, c'est bien quand c'est un peu, faut que ce soit appuyé un peu appuyé pour vraiment simuler le combat. Mais se prendre des patates de forain toutes les semaines, parce que souvent une fois par semaine ou deux fois par semaine, le sparring, bah ton cerveau il empathie à bout d'un moment quand même. Ah t'en veux plus. C'est ça. T'as beaucoup de. Ah, je sais plus qui le disait, je sais plus si c'est Max Holloway qui disait ça, qu'il faisait plus de sparring lourd en fait. Parce que ça sert à rien. Il fait que des sparring légers, il fait même plus de sparring du tout, il me semble en plus. Parce que voilà, ça sert à rien de faire un sparring, il sait commencer, il connaît le combat, et il préserve sa santé tout simplement en fait. Et Max Holloway pour ceux qui connaissent pas c'est le champion, je sais plus si c'est bantamweight ou lightweight, je sais plus. C'était le. Peut-être aucun des deux mais Alors c'est presque ça. C'était le champion featherweight featherweight. avant Volkanovski. Ok. Il s'est fait détrôner. Et là, il a gagné du coup à l'UFC 300 la, la, la pseudo ceinture BMF. BMF ouais. Exactement, voilà. En fait, c'est pour te dire que bah, en fait, même les grands champions, du coup, Ouais. appliquent cette méthode. Et bah, on va faire une transition, tu vois, un petit peu rapide, mais à tout ce qui est ego, tu vois, dans les sports de combat, ça, c'était vraiment sans transition. Mais c'était un point que je voulais vraiment qu'on aborde. En plus, on avait vu quand c'était appelé avant que c'était le podcast. Ouais. Voilà, est-ce que tu dirais que toi, les sports de combat, ça t'a aidé à maîtriser un petit peu ton ego dans son ensemble, tu vois? Et est-ce que tu dirais qu'aussi, peut-être que dans des situations de la vie quotidienne, parfois, tu arrives à rester plus calme que ce que tu aurais pu l'être avant. Mais complètement. Je suis toujours d'accord avec toi. Je suis Ouais, toujours c'est ce d'accord. que j'allais dire. Je suis toujours d'accord avec ce que tu dis tout le temps. C'est fou. Et mais ouais, pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, les sports de combat, déjà, ça t'apprend le respect. Normalement, tu vois, moi, quand j'ai commencé la boxe thaï, tu devais pas être en retard. Tu étais en retard, tu te prenais des pompes, tu te prenais des kicks, enfin voilà, t'avais un respect qui était instauré. En plus de ça, t'es là, si tu fais le show, t'as toujours un mec qui va te mettre une chiquette. T'as toujours un mec qui va te la mettre, et du coup, tu peux pas avoir un ego surdimensionné à l'entraînement, parce que t'as toujours plus fort que toi. Par exemple, un mec qui va faire 110 kilos, je peux être aussi fort que je veux, le mec il va toutes ses forces, Ah, tu vas le sentir. je vais le sentir, Ah ouais. et, et je pourrais rien faire. Sauf si après je viens armé, mais là c'est autre chose. Là on part sur vraiment autre chose, mais concrètement je peux rien faire. Et donc en fait ton ego tu le ravales, tu l'as ici, et tu le ravales. Et à force de le ravaler, de ravaler, tu vois, bah ton ego tu le perds. Mais par contre, c'est important d'en avoir quand même un quand tu fais de la compétition. C'est-à-dire que si t'as pas d'ego quand tu fais ton combat, tu vas peut-être moins, je sais pas, moins te dévoiler. Ouais, t'as moins envie. Enfin, Exactement. Mais par contre après, en dehors du combat, bah, t'as rien à prouver en fait. Toi tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que les autres vaut. C'est tout. Si un mec il vient t'embêter dans la rue, c'est bon, tu laisses couler. C'est pas ton problème, tu vois. Et je suis pas le seul à penser ça. Peut-être tout le monde pense pas pareil, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être d'accord avec moi. moi j'ai beaucoup de potes qui font des sports de combat. Après, t'as toujours un ou deux nerveux, tu vois, qui veulent prouver. Mais c'est vraiment ce que je ressens moi aussi et ce que j'ai pu ressentir. Tu vois, j'ai fait un petit peu de sport de combat très léger par rapport à toi, mais vraiment, enfin, t'apprends le respect, tu vois, de l'autre. Il y a un truc tout bête, ça, dans un podcast où j'en ai déjà parlé, je crois que c'est avec Oscar. Mais quand déjà, juste mettre une droite à un mec, tu sais que déjà t'auras mal toi aussi à ton point, tu vois. Et en plus, bah, qu'est-ce que tu vas. On s'en fout en fait, tu vois, laisse couler. Mais écoute, moi j'ai fait un petit peu le tour des questions que j'allais te poser. Donc franchement, le podcast était assez cool. Il y a peut-être d'autres sujets, tu vois, qu'on pourrait aborder. Plein. Donc si franchement vous avez aimé le podcast, likez et on fera une partie 2 avec Théo. En tout cas, Théo, merci d'être venu dans le podcast. Merci à toi de m'avoir invité. Ça Hein. me fait vraiment plaisir. Parce que tu vois, vraiment, il y a des sujets, tu vois, la blessure, des commotions. C'est souvent abordé, mais tu vois, c'est bien, je pense, que ce soit abordé par quelqu'un qui en fait régulièrement et aussi un novice.
Donc ça, du coup, tu as vraiment deux cas d'école. Donc trop bien. Merci une fois de plus pour tout ce partage d'expérience, ce retour. Et bah écoute, voilà. Est-ce que tu veux qu'on mette tes réseaux en avant, etc. Bon, pourquoi pas, hein, sur Instagram, Théo Aignon, Theo, He2NION. Parfait. En plus, t'as pas Voilà. regardé la caméra sans que je te le dise. Et j'allais oublier la question que je pose à tout le monde. Donc je vais te la poser maintenant. C'est pas très grave. On fait ça un petit peu à l'envers, ce fin de podcast. Convainc-moi, t'as 30 secondes pour me convaincre de m'inscrire au MMA à la fin de ce podcast. Ok. Déjà, avec le MMA, tu vas te faire des potes. Parce que se taper sur la tête, ça rapproche. C'est assez bizarre de dire ça, mais ça rapproche énormément. Deuxièmement, tu vas apprendre à te défendre. Tu vas être déjà beaucoup plus serein dans la rue. Tu vas te dire, ok, bah c'est pas grave, s'il y a un truc, je le saurai faire. Au pire, tu auras une condition physique, donc tu sauras courir. Parce qu'on n'oublie pas que la meilleure défense, c'est la course. Ok? Donc, tu vas te faire des potes, tu vas apprendre à combattre, tu vas avoir une condition physique, et puis même au-delà de ça, tu vas apprendre à te dépasser. Parce que se faire taper dessus par un mec quand t'es au sol, à part rester bloqué ici et rien faire, eh ben tu vas mourir. Alors que là, au Ouais, moins, c'est tu vas clair. reprendre à te défendre. Donc, tu vas apprendre aussi à te dépasser. Donc voilà, c'est les 4 points qui vont te faire venir à faire du MMA avec moi dans ma salle. Incroyable. Mais écoute, peut-être qu'un jour on pourra filmer ça, mais franchement, il faudrait qu'on se planifie peut-être un jour une séance, tu vois. Bah, carrément. Ça pourrait être très drôle, surtout que voilà, ça fait longtemps que je suis pas combattu. Mais en tout cas, merci une fois de plus Théo d'être venu dans le podcast. Je te resserre la main. Merci à toi de m'avoir invité encore une fois. C'était Franchement, top. c'est un grand plaisir. J'adore recevoir des mecs qui font des sports de combat. Peut-être qu'un jour on aura une fille aussi. C'est ça qu'on n'a pas eu l'occasion. Parce que ça, c'est important. Dans le podcast, pour l'instant, il n'y a eu que des mecs. Parce que en fait, je trouve pas de filles qui veulent venir. Donc, venez, n'ayez pas peur. De toute façon, on va en démarcher de plus en plus aussi. Mais voilà, tout le monde est le bienvenu. Théo, merci une fois de plus. Merci à vous qui écoutez Cross and Run. Vraiment, vous donnez de la force, c'est important. À l'heure où je parle, on est 3000 sur YouTube, ce qui est franchement énorme. Donc continuez de soutenir. Mettez un like, un commentaire, abonnez-vous, 5 étoiles sur Spotify. Bref, c'est la fin de la propagande. Mais je vous dis rendez-vous mardi prochain avec un nouvel invité encore incroyable. Prenez soin de vous et ciao les boys. C'est la fin de ce podcast, t'es triste, moi aussi. Reste encore un petit peu, j'ai une annonce à te faire. Maintenant, on est partenaire avec Nutrimuscle, entreprise française de compléments alimentaires. En utilisant le code CNR10, t'as 10% de remise des 50 € d'achat. Quant à moi, je te dis rendez-vous mardi prochain. Prends soin de toi, ciao ciao.